Bonjour et bienvenue au sommet de l'épanouissement et du développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'inspirant et talentueux Kevin Finel. Bonjour Kevin. Bonjour Émilie, c'est une belle présentation, merci. Bon, écoute, ça me fait plaisir de te recevoir. Merci d'avoir accepté du coup cette invitation et on va parler d'un sujet passionnant. Je ne vais pas dire hypnotique parce que bon, on revient sur l'outil, mais on va parler d'hypnose et d'auto-hypnose. Et donc, Kevin est un spécialiste, même plus que ça. Je vais te présenter d'ailleurs. Je pense que c'est encore le plus simple pour dire à quel point tu es spécialisé, talentueux. J'ai été impressionnée de voir tout ce que tu as pu créer et avec une telle authenticité. Enfin, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à te recevoir aujourd'hui. Donc, tu es passionné d'hypnose depuis ton plus jeune âge et tu as créé l'Arche en 2002. Tu continues encore aujourd'hui à transmettre évidemment ta passion et ton savoir. Donc, l'Arche est la première école d'hypnose en Europe, incubateur de projets et centre de recherche. Donc, c'est un lieu où l'hypnose évolue pour devenir un art fondé sur des bases scientifiques et pragmatiques. Et tu vas nous expliquer tout ça aujourd'hui. Donc, tu es un praticien chevronné, tu suis de nombreuses personnes en accompagnement individuel depuis plus de 20 ans et tu ambitionnes de faire connaître et reconnaître l'hypnose au plus grand nombre. Donc, tu es désireux de partager tes explorations et tes découvertes et tu as créé en 2018 Psychonautes, la première plateforme pour apprendre l'auto-hypnose en ligne. Et tu proposes à des milliers d'abonnés d'explorer leur imagination, leur potentiel et leur connaissance grâce à l'auto-hypnose. Et je peux encore continuer longtemps, mais tu es également auteur de plusieurs ouvrages, dont Auto-hypnose, un manuel pour votre cerveau, Apprivoiser le changement pour avoir confiance en soi, ou encore Démocratie sous hypnose, comment décrypter les techniques de manipulation en politique. Voilà un CV impressionnant. Merci beaucoup d'avoir fait déjà tout ça et de rendre l'hypnose accessible au plus grand nombre. Donc déjà, merci pour ça. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as accepté de participer à ce sommet? Tout simplement déjà parce qu'il se trouve qu'on a un ami commun qui m'a dit beaucoup de bien de ton travail, qui a participé à un sommet précédent, Christophe Gaufriot, et c'est vrai que ça a été la mise en relation. Et puis j'ai trouvé aussi que quand tu m'as indiqué le site du sommet avec les différents intervenants, dont certains que je peux connaître, je me suis dit qu'il y avait une très belle diversité. Et j'aime beaucoup cette idée de faire connaître plein de techniques différentes, de ne pas être enfermé seulement dans une technique et de les mettre au service d'un grand nombre de personnes qui peuvent en avoir besoin. Je trouve que c'était un très très beau projet qui m'a touché en fait, donc c'était un plaisir en plus de te rencontrer à cette occasion. Tu le sais, je pense que j'ai dit depuis le départ, le plaisir est partagé et c'est vrai qu'au plus, on s'intéresse je trouve qu'au plus on s'intéresse à l'hypnose, au plus on a de questions finalement. Parce que l'hypnose, ça parle de nous, ça parle de notre fonctionnement, ça parle aussi de comment on peut se reconditionner tout simplement. Et donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, toi, sur peut-être l'hypnose et puis c'est surtout sur pourquoi est-ce que tu as... Alors, je ne vais pas dire dédier ta vie, parce que tu sais, c'est tout de suite les grands mots, mais c'est vrai que tu as plein de projets, que ce soit écrits, plateformes, des formations, des centres de recherche. Comment est-ce que tout ça est né et pourquoi cet intérêt pour l'hypnose? Il y a une longue histoire derrière ça. Ça m'a passionné vraiment très très jeune. Au début par intuition, sans doute, je ne mettais pas encore des mots sur ça. Mais il me semble que dans pas mal de recherches, parce que je ne me suis pas intéressé qu'à l'hypnose, mais à beaucoup d'expériences qui pouvaient aider un être humain à grandir, à évoluer, à prendre conscience de certaines choses, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une racine commune, qui est la question de la modification des états de conscience. En fait, quand on accompagne quelqu'un vers le changement, il y a toujours un endroit où il y a une modification d'état de conscience. Il se trouve qu'historiquement, toutes les psychothérapies ont commencé avec l'hypnose. Le mot même a été créé par un hypnotiseur. C'était Bernheim qui a inventé le mot psychothérapie. Donc il y a une racine historique aussi à ça.
et même qui remontent beaucoup plus loin. Les premières expériences de psychologie, c'est Mesmer. Donc il y a vraiment toute une histoire qui vient de l'hypnose dans tous les courants qu'on va appeler aujourd'hui développement personnel, psychothérapie. Donc j'ai eu vraiment la sensation qu'à chaque fois que j'allais dans une discipline, je revenais à l'hypnose, comme s'il y avait une clé, comme s'il y avait une racine à cet endroit-là. Donc ça a été comme si tout au long du chemin, tu sais, il y avait toujours des panneaux de direction qui me ramenaient vers un endroit. Donc je me suis dit, bon, c'est là que je vais creuser. Et j'ai découvert et je découvre encore un univers qui est passionnant autour de ça. Je crois aussi qu'on est dans une époque qui est géniale pour ça, parce que avant, quand on voyait des phénomènes type hypnose, on criait au mysticisme, on criait ou à la charlatanerie ou à des choses comme ça. Aujourd'hui, on a des moyens d'étudier ça, on a des moyens de sortir de l'obscurantisme, de comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et c'est une époque qui est merveilleuse pour ça. J'ai l'impression qu'on est à la croisée des chemins, quelque part. On va enfin pouvoir mettre des mots sur de très, très vieilles intuitions humaines qui étaient transmises de manière orale, qui étaient transmises de manière un petit peu empirique. Et là, maintenant, on a les décodeurs. Donc, c'est aussi passionnant. Je pense qu'on est dans l'époque où on comprend le cerveau, on comprend l'être humain. Enfin, on est loin de tout comprendre, mais en tout cas, on débute sur un chemin d'une manière nouvelle. Et je trouve que l'hypnose, on en parlera peut-être, mais même à un niveau scientifique. Aujourd'hui, il y a plein de domaines scientifiques qui viennent s'intéresser à l'hypnose. Ça devient à la mode, entre guillemets, dans la pure recherche, même fondamentale, hein, pas seulement clinique. Et ça donne la sensation, oui, c'est dans chaque époque, j'ai l'impression qu'il y a des endroits où si on a envie d'explorer, c'est le bon endroit. Et là, j'ai l'impression que l'hypnose en fait partie, en tout cas. Et du coup, c'est pour ça aussi que l'Arche a en tant que tel un centre de recherche pour essayer vraiment de pousser encore plus loin, de comprendre, de soulever le voile sur peut-être des choses enfin voilà, des on-dit qui ont toujours été là, et d'essayer vraiment d'aller dans les détails et de comprendre scientifiquement comment fonctionne l'hypnose finalement. Complètement, oui. C'est vrai que moi, quand j'ai appris l'hypnose, et je pense que tous les gens qui l'ont appris à peu près à la même époque que moi ont sans doute vécu les mêmes frustrations, on apprenait des choses qui étaient extrêmement empiriques, souvent avec des gens qui étaient à moitié gourous, qui prétendaient avoir des pouvoirs, etc. Enfin, c'était assez drôle avec le recul, mais triste sur le moment. Et il y a encore beaucoup ça, malheureusement, dans notre domaine. Beaucoup de personnes qui vont être vraiment dans ben, voilà, quelque chose qui s'est transmis de manière très approximative. Et c'est vrai qu'on a commencé à se réunir avec pas mal d'autres praticiens en se disant, il y a quelque chose qui cloche en fait dans ça, parce que on ne fait pas avancer la connaissance. Et on a eu envie vraiment de poser les fondements d'une vraie recherche sur l'hypnose. La recherche, elle existe depuis longtemps sur l'hypnose. Ces derniers temps, c'est surtout centré sur le médical, avec de la recherche clinique. Par exemple, la douleur dans les hôpitaux, ça fait l'objet de plein, plein, plein de recherches, et c'est passionnant. Mais de la recherche sur les mécanismes qu'il y a derrière, ça c'est assez récent. C'est surtout assez récent qu'on ait les moyens vraiment de comprendre ça. Donc on est plutôt parti sur ce type de recherche. On a réuni des chercheurs de plein de domaines différents, neurosciences, psychologie cognitive, anthropologie, parce que ça nous intéresse aussi beaucoup d'aller regarder comment dans d'autres cultures ça fonctionne. L'anthropologie, c'est vraiment un grand réservoir de connaissances sur les questions de la transe, des états de conscience, de l'imagination. Et puis une discipline qui est un peu moins connue, qui est la phénoménologie, qui on pourrait définir comme la science du subjectif. Dans notre monde moderne, on s'est surtout intéressé à l'objectif, aux sciences dures, on va dire, mais on a laissé de côté la subjectivité. Et j'ai vu qu'il y avait des PNListes qui intervenaient dans le sommet. Ils pourraient en parler très très bien, parce que les créateurs de la PNL ont vraiment revendiqué ça, de se dire c'est le moment de s'intéresser à la subjectivité. Ça a été une des grandes intuitions, je trouve, de la PNL. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des disciplines très, très fortes qui commencent à vraiment s'emparer de ça. Et la phénoménologie, c'est une discipline qui est plutôt philosophique à la base, mais très pratique quand même, et qui est vraiment un peu le liant de tout ça. Donc, on a essayé de rassembler des chercheurs de tous ces domaines et de se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on fait une séance d'hypnose? Quels sont les mécanismes en œuvre? Qu'est-ce qui fait que parfois ça marche pas? Qu'est-ce qui fait que parfois ça marche? On a essayé de résoudre des questions qu'on se pose depuis des siècles, et on commence à avancer là-dessus. Donc c'est vraiment une très très belle aventure, et ça permet de beaucoup mieux transmettre l'hypnose, et surtout de proposer à des praticiens d'avoir un travail qui repose sur un socle solide. Parce que voilà, moi, ce que j'ai pas eu quand je me suis formé, ben, on essaie de le transmettre aujourd'hui. Et du coup, je rebondis finalement là-dessus parce que tu parles effectivement d'hypnose et de culture. Et donc, je sais que l'Arche a une aile aussi à Casa. Oui, tout à fait, oui. Et donc, du coup, est-ce que vous enseignez les choses de la même manière? Parce que vous avez pu remarquer qu'il y a effectivement des différences. Je te prends un exemple. Est-ce que pour mettre quelqu'un en hypnose à Casa ou ailleurs, il y a d'autres méthodes qu'en Belgique ou en France ou,
Alors, d'autres méthodes, ça serait un peu fort, mais c'est vrai que l'hypnose, elle est très culturelle. Donc, la manière dont la personne va vivre l'hypnose va dépendre de sa vision du monde, de ses croyances. Et la manière dont on va l'accompagner, ça va aussi être basé là-dessus. En fait, l'hypnose, c'est vraiment quelque chose qui doit s'adapter à la personne. Si on fait la même hypnose pour tout le monde, ça marche vraiment pas très très bien. C'est ce qu'on voit dans le spectacle où il y a que quelques personnes qui vont rentrer dans l'expérience. Donc, on a besoin de comprendre d'où part la personne. Et une des choses qu'on remarque, par exemple, à Casablanca, ou généralement plutôt dans les pays du Sud, c'est que les gens sont beaucoup plus proches de leur corps. Donc on peut très facilement les accompagner vers des transes où il y a beaucoup de ressenti, où il y a du mouvement, des transes très vivantes. Alors qu'en France, si on fait exactement la même chose, il y a des gens qui sont pas à l'aise avec ça, donc ils vont retenir un petit peu quand ils vont aller vers le corps. Du coup, on doit mieux les préparer à ça, on doit quelquefois prendre un peu plus de temps de passer vers des choses plus, visuelles ou des choses comme ça, qui vont plutôt les mettre en sécurité. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Quand on va vers le corps, ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'émotion, et l'émotion est un très beau facteur de changement. Une des grandes qualités de l'hypnose, c'est de pouvoir ramener les gens justement vers leur émotionnel, parce que aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont coupés de ça, qui grandissent en mettant l'émotionnel de côté, que ça en devient parfois difficile à vivre. Donc par exemple, pour ça, ça devient un avantage. Par contre, c'est aussi une population avec laquelle il y a plus de difficultés à prendre de la distance quelquefois, parce que très fortement lié au corps, quand il y a besoin de prendre du recul, eh bien, parfois, ça demande là un peu plus d'entraînement. Et c'est intéressant parce que je trouve que dans chaque pays où j'ai pu pratiquer l'hypnose, il y a des postures un peu différentes, avec des avantages, avec des inconvénients. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une richesse humaine qui est assez fantastique, et que ça vaut vraiment le coup d'aller travailler dans plein de pays différents. On pourrait prendre le cas de l'Amérique, voire du Québec, même si c'est un tout petit peu différent. Les trans sont encore d'une nature assez différente. Les outils ne sont pas les mêmes. Il n'y a pas besoin des mêmes jeux de langage, par exemple, aux États-Unis qu'on peut les avoir dans les pays francophones. Donc le langage joue, la culture joue, le rapport à soi aussi joue, les croyances aussi vont jouer. Donc il y a plein de domaines qui vont altérer la manière de vivre l'hypnose. Et du coup, je rebondis là-dessus parce que les gens qui le pratiquent déjà ou qui l'enseignent ou qui l'utilisent en coaching, je me dis, est-ce que du coup, ils doivent se former à l'hypnose culturelle, enfin, tu vois, dans l'approche et dans l'accompagnement? Écoute, ça serait très, très bien. Tu sais, un peu comme il existe une ethnopsychiatrie, où on se dit: «Bah, oui, il y a besoin de on peut pas faire la même psychiatrie avec, je sais pas moi, alors des aborigènes, je pense pas qu'ils aient trop besoin de psychiatrie pour le coup, mais, en fait, on voit bien l'idée, en fait. Bah, de la même façon, c'est vrai que ça serait intéressant. Bah, tu sais, par exemple, quand on a commencé à étendre l'arche en dehors de la France, souvent, on est allé suivre des formations dans les pays où on allait parce qu'on se disait: «Est-ce qu'il y a des choses qui se passent différemment?» Je prends l'exemple de la Belgique, il n'y a pas vraiment beaucoup de différence finalement, parce qu'on est vraiment, déjà on est sur le même langage, donc ça c'est quand même très important. On est sur une culture qui est assez proche quand même. Donc les différences, elles sont plutôt à la limite organisationnelles quelquefois, mais elles vont pas trop être basées sur la transe. Mais Mais si on prend Québec pour le ou coup, Casablanca, on fait plus de blagues. Et puis, il y a peut-être un côté deuxième degré ou toi, troisième degré. Je ne sais pas si ça joue sur l'imagination, mais bah, disons que c'est plus détendu en général. Une des caractéristiques des Français, c'est qu'ils ont parfois un petit peu peur des expériences. Où j'ai remarqué que les Belges, quand il fallait faire un exercice, souvent ils y allaient de bon cœur, alors qu'en France, il y a parfois un petit peu de oh là là, on va faire une expérience, c'est un peu. Voilà, mais ça reste des différences qui sont assez légères. Mais quand on travaille, par exemple, même en Espagne, tu vois, c'est un langage différent. Pourtant, on est voisins, c'est un pays voisin. Langage différent, autre culture, autre rapport au corps, autre rapport à l'émotion. Il y a ce que nous, on va appeler quelquefois en France une énorme émotion. En Espagne, pour eux, ça leur semble assez banal, en fait. Donc, c'est en séance d'accompagnement, ils vont beaucoup plus vers des crises émotionnelles, comme s'il y avait des catharsis à créer, comme s'il y avait des. Donc, il y a l'imagination aussi qui est différente parce qu'on lit pas les mêmes auteurs, parce que on grandit pas avec le même contact. Enfin, il y a plein de choses qui sont différentes culturellement. Ouais. ouais. Et du coup, parce que voilà, on a déjà parlé de plein de choses liées à l'environnement de l'hypnose, mais on n'a pas encore parlé finalement du sujet qui nous occupe aujourd'hui, à savoir l'hypnose. Qu'est-ce que c'est l'hypnose? C'est une grande question. J'aurais pas de réponse précise malheureusement, parce qu'il y a aujourd'hui en fait on a encore des zones d'ombre sur ce qu'est l'hypnose. Je vais essayer de définir un petit peu ça en sachant qu'il y a des petites approximations. En, en fait, peut-être juste pour remonter un petit peu le fil de l'histoire, l'hypnose ça existe depuis très 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 longtemps au fond. Mais dans notre civilisation, on est au XVIIIe siècle avec quelqu'un qui s'appelle Mesmer, qui va confondre deux choses, qui va confondre magnétisme et hypnose quelque part. En fait, il se rend compte qu'il va avoir par un certain travail une action sur les personnes qu'il va accompagner,
Mais Mesmer, il invente quasiment la notion de magnétisme. En tout cas, on ne retrouve pas de traces historiques vraiment avant. Donc, il va parler de magnétisme animal. Il y a une raison historique à ça, c'est qu'à l'époque, on s'intéresse aux aimants, au magnétisme minéral. Donc, il y voit une correspondance. Et il va créer des choses fantastiques, Mesmer, mais avec des interprétations qui sont erronées. Et on en souffre encore aujourd'hui. Il va penser que c'est une question de fluide. Alors, il faut se rappeler qu'à l'époque, en médecine, on pensait que la santé, c'était une harmonie entre quatre fluides. C'est pour ça qu'il y avait des saignées, c'est pour ça qu'il y avait des choses comme ça. Et Mesmer disait, ben, on va faire un truc moins invasif que des saignées, on va rétablir par des passes magnétiques l'équilibre des quatre fluides. Bon, ça, c'est une époque, en fait, c'est complètement révolu aujourd'hui. Mais il y a des clichés de ça qui sont restés. Par exemple, Mesmer n'arrivait pas à ce résultat avec tout le monde. Donc, il se disait, il y a des gens qui sont sensibles ou pas sensibles à l'hypnose. Et on a pensé aussi qu'il y avait un état d'hypnose. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on croyait que l'être humain pouvait ou non, selon ses dispositions, accéder à un état particulier qui était un état hypnotique. Ça a été complètement balayé sur les 50 dernières années. On s'est aperçu déjà que l'hypnose est un état qui était tout à fait normal, ordinaire, que tout le monde pouvait l'atteindre. En fait, s'il n'existait pas d'hypnose, nous n'aurions pas de sensibilité artistique, puisqu'on rentre en transe quand on lit un livre, quand on va voir un film, quand on écoute de la musique. C'est pour ça qu'on le fait, sinon ça n'aurait aucun intérêt d'écouter de la musique si on n'était pas hypnotique. Donc c'est un état qui est naturel, tout le monde le vit. Il y a simplement des gens qui vont vivre un peu différemment. On n'est pas tous égaux devant ça, mais de la même façon, si on va tous voir le même film, on ne vivra pas le même film. C'est la même chose au fond qui est à l'œuvre. Et surtout, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas un état d'hypnose. En fait, là où l'hypnose a souvent été définie comme un état, aujourd'hui, on a complètement laissé tomber cette définition et on définit l'hypnose non pas comme un état, mais comme l'art de changer d'état. En fait, l'hypnose, c'est un ensemble d'outils qui permet d'explorer différents états de conscience. Pour résumer ça très très simplement, on a un état de conscience qui est toujours un peu fluctuant, selon qu'on est en forme, fatigué, qu'on a bu 3 cafés ou qu'on n'a pas dormi de la nuit. Notre état de conscience, il fluctue un peu, c'est notre subjectivité. C'est une sorte d'assemblage euh, entre notre manière de penser, d'imaginer, de ressentir les choses, de communiquer. Et il y a des choses qui viennent modifier l'état de conscience. Par exemple, là, si, je ne sais pas, on marchait pendant 30 kilomètres sans boire ni manger, on aurait un état de conscience différent. Si on vidait une bouteille de champagne, on aurait un état de conscience différent. Ou si, par exemple, je ne sais pas, on faisait 5 heures de méditation, on aurait un état différent. Et en fait, les hypnotiseurs, ce sont des gens qui se sont dit: «Qu'est-ce qui se passe quand l'être humain vit des expériences d'état de conscience? Et est-ce qu'on peut recréer ces états de conscience?» Du coup, l'hypnose, on pourrait la définir comme étant cet ensemble d'outils qu'on comprend aujourd'hui et qui est en extension, qui va permettre de créer à peu près n'importe quel état de conscience avec n'importe quelle personne. Voilà un peu comment on pourrait définir ça. Après, on pourra peut-être rentrer dans le détail si tu veux, mais ça donne une première idée en tout cas. Oui, oui, bah, tu te doutes que j'ai déjà 3000 questions parce que effectivement, dans les, voilà, les exemples que tu as donnés, tu as oh, mais dis donc, mais c'est passionnant. Mais alors, enfin, et donc, je vais d'abord terminer par une autre question qui est complémentaire. Et donc, du coup, la différence avec l'auto-hypnose. Alors, bah, c'est la même chose en fait. Simplement, quand tu vas voir quelqu'un qui pratique l'hypnose, il a tout un savoir qui va te permettre de vivre ces expériences-là, mais tu peux très bien les apprendre pour toi-même. Et dans l'absolu, ça ne change pas grand-chose. Là où ça change, c'est que si la personne qui t'accompagne en hypnose a aussi une fonction d'accompagnant au sens thérapeutique, coaching, etc., cette personne va aussi avoir d'autres savoirs. Elle va être formée en psychopatho, par exemple, elle va être formée sur les stratégies de changement, sur ce qu'on appelle les résistances. Donc, elle va pouvoir mettre en place des outils qui vont te permettre peut-être d'aller là où toi, tu n'explorerais pas par toi-même, parce qu'on n'est pas toujours honnête avec soi-même, tout simplement. Donc, en auto-hypnose, on peut en apparence tout faire, mais si on veut vraiment faire un travail personnel sur des sujets sensibles, et je dis ça même, tu vois, je sais pas, moi, si demain je vis une difficulté de vie, en fait, je sais très bien qu'avec l'auto-hypnose, je peux tenter des choses. Mais autant que j'aille voir quelqu'un qui saura peut-être me poser la question que je n'oserais jamais me poser, par exemple, qui viendra appuyer là où ben voilà, moi, j'aurais peut-être tendance à fuir un petit peu. Donc, l'intérêt de l'hypnose guidée par quelqu'un, c'est vraiment dans le côté thérapeutique. Et puis, c'est aussi pour varier les expériences, parce que quelqu'un qui va nous guider aura simplement une façon de nous accompagner qui sera différente de la nôtre, donc ils nous accompagneront dans des zones différentes. Ça serait comme prendre un guide pour explorer un pays. On pourrait explorer le pays par soi-même, mais on pourrait passer à côté de lieux qui sont magiques. Après, ce qui est génial dans l'auto-hypnose, c'est l'autonomie que ça donne. Parce que l'auto-hypnose, il y a besoin d'avoir 3 minutes pour déjà se faire une très belle expérience. Donc, c'est pour moi, quelqu'un qui fait l'auto-hypnose, c'est, bah, tu l'as dit tout à l'heure, la plateforme qu'on a créée là-dessus, on l'appelait Psychonaute. C'est un explorateur de l'esprit, un psychonaute. Et je pense qu'on est dans un moment de notre société où on se réapproprie notre propre esprit et où la possibilité de l'explorer
comme on pourrait partir en voyage à l'autre bout du monde, bon, en ce moment, en période de confinement, c'est un peu limité, eh bien, il y a un monde à l'intérieur de nous qui mérite d'être exploré. Et il est, à mon avis, tout aussi incroyable et surprenant que le monde extérieur. Mais du coup, l'auto-hypnose, est-ce que ça se fait de façon guidée? Parce que je prends ton exemple. Après, je prends l'exemple le plus flagrant de ceux que tu as donné. Si tu parlais des états de conscience et tu as un état de conscience différent quand tu bois du champagne. D'accord? Donc, si on prend Mmh. cet exemple-là, mais si on travaille sur l'auto-hypnose et qu'effectivement, on boit du champagne, on se dit quand même bien que là où on va arriver, bon, on n'arrivera peut-être pas très droit. Je ne sais pas si en auto-hypnose, C'est on peut c'est possible. fonctionner comme ça. Mais du coup, les questions qu'on se pose, la destination qu'on atteint, le cheminement, ils sont quand même excessivement conditionnés par, un, les questions qu'on ose se poser, deux, la clarté d'esprit qu'on a par rapport à la situation et même par rapport au problème qu'on travaille. Enfin, tu vois, alors enfin, voilà, je me questionne beaucoup par rapport à ça parce que si tu as quelqu'un d'extérieur, bah, par définition, il va te poser toute une série de questions et tu l'as dit toi-même, qui vont de temps en temps bah, soulever des zones d'ombre où tu dis ah non, pas cette question-là, non, pas moi, ouais, voilà. Oui. Et quand c'est de toi à toi, tu as plus tendance à être sympa et puis quand tu as une petite douleur, tu fais oh non, bah, je vais faire le jardin finalement. Tu vois, Il y a plein de choses à dire par rapport à ça. Déjà, en fait, ces outils-là, à la base, ne sont pas des outils forcément qu'on utilise pour de la thérapie ou de la psychothérapie. La question des états de conscience, elle est beaucoup plus vaste que ça. C'est la question de la connaissance de soi. Et c'est vrai que ce qui est assez étrange, tu vois, j'entends souvent ce présupposé-là, c'est que avant tout, on pense à ces outils. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, il y a même des personnes qui vont dire oui, il faudrait réserver l'hypnose aux psychothérapies, voire la médecine, etc., parce que c'est une technique qui permet d'aller mieux. Mais en fait, l'exploration des états de conscience, dans toutes les cultures qui existent, présentes ou passées, elle existe comme étant une chose normale et naturelle. On est la seule culture, la culture occidentale, qui a complètement éloigné la question des états de conscience. Euh, mais tu vois, aujourd'hui, mais encore, si tu vas en Équateur, peut-être pas dans les grandes villes, mais dans les endroits où on reste un petit peu dans les traditions, bah, il y a certaines fêtes dans l'année où tout le monde va prendre des psychotropes, des petits-enfants ou vieillards, et puis ça sera normal. Et quand tu vas dire aux chamans du coin, bah, nous, on fait pas ça, ils vont nous regarder très tristement en disant mais comment ça se fait, vous faites pas ça, il doit y avoir beaucoup de violence dans votre société du coup. Et ils n'ont pas tort. Alors je prends un exemple peut-être un peu extrême, mais dans toutes les cultures, il y a des questions d'état de conscience qui se passent parce que c'est un régulateur, parce que c'est une façon de mieux se connaître. Et mon idée, c'est que c'est du préventif aussi. Parce que la plupart du temps, si tu accèdes à d'autres états de conscience, tu vas observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vas remarquer les mouvements, les nuances, les envies, les besoins. Tu vas exprimer des parts très créatives, très intuitives. Tout ça va te permettre de comprendre aussi les endroits où c'est pas stable, les endroits où il y a des dissonances, les endroits où il y a des besoins. Donc en fait, quelqu'un qui va apprendre l'auto-hypnose en permanence va être très à l'écoute de lui-même. Et je pense que cette écoute qu'on va avoir de soi-même, elle est un formidable outil pour aller bien, mais pas seulement. Pour comprendre un petit peu ce qui fonctionne en nous, pour comprendre aussi nos étapes de vie. Et puis aussi pour se rendre compte qu'en fait, la plupart du temps, on vit dans un tout petit compartiment de nous-mêmes. Alors qu'il y a des milliers de facettes de nous-mêmes en fait qu'on pourrait explorer. Et là, tu vois, l'auto-hypnose est géniale parce que déjà, bah, c'est facile à pratiquer. Hem, Imagine quelqu'un qui va se faire une séance, par semaine d'hypnose avec un praticien. Déjà, il faut avoir beaucoup d'argent. C'est un engagement qui est quand même particulier. Et puis ça donne l'impression qu'en fait, on le fait juste pour gagner quelque chose. Alors que je pense que l'auto-hypnose, c'est comme l'art en fait. On ne le fait pas toujours pour gagner quelque chose, on le fait pour exprimer quelque chose. Hem Si on remonte même dans le temps, hein, avant la Renaissance et tout ça, l'art était forcément une question d'état de conscience modifié. L'art comme étant juste du beau ou du divertissement, ça c'est vraiment très moderne comme vision. Mais avant, un artiste, c'était quelqu'un qui venait éclairer les consciences. C'est pour ça que l'art était souvent mystique ou spirituel, voire religieux dans pas mal de cas aussi, mais en tout cas, il permettait d'accéder à quelque chose d'autre. Un artiste allait chercher dans un autre état de conscience une création et il la ramenait pour qu'elle soit aussi un moyen de naviguer dans d'autres états de conscience pour le reste de l'humanité, en fait. Et c'est ça la question des états de conscience, c'est aller chercher des choses qui nous échappent habituellement. Donc c'est une quête qui peut être permanente et qui n'a pas forcément pour but de toujours changer quelque chose, de toujours s'améliorer. C'est une des possibilités et elle est très très intéressante, mais ça serait dommage de ne voir que cette facette-là.
Et du coup, ça peut être fait à peu près dans n'importe quelle condition. Tu vois, tu prends le métro le matin, eh bien, là, je parle en bon parisien, tu vois? Tu prends le métro le matin et c'est super d'aller, explorer, pendant les quelques stations du trajet, d'autres univers intérieurs. Il y a quelque chose de vraiment important. Et je terminerai par une croyance là que j'ai là-dessus, c'est que, un des grands problèmes de notre société actuelle est justement qu'on a enlevé la possibilité des états de conscience à l'être humain. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de burn-out, de déprime, de manque de sens, en fait, si on pouvait à nouveau explorer ça. Parce que c'est un tabou, parce que c'est interdit, parce que la seule chose qu'on nous a laissé pour explorer les états de conscience, c'est la télévision et puis l'alcool et c'est quand même pas les plus intéressants des états de conscience que ça nous crée. Tout à fait, enfin, je trouve ça extraordinaire de voir à quel point c'est simple d'utilisation et ça peut être, et c'est puissant et on est, finalement, c'est toujours pareil, on est responsable de la nourriture qu'on se donne, qu'elle soit Exactement. vraiment, la nourriture, physique ou psychologique et donc du coup, ce qui m'amène à la question, j'essaye de filtrer parce que sinon j'en ai 15 qui arrivent et je me dis: Ça «Ah». marche. D'ailleurs, je m'interdis de les noter parce que je me dis: «Sinon je vais lui demander ça et puis ça» et puis donc voilà, je rebondis. Hem, Justement, dans quelle situation peut-on utiliser l'hypnose ou l'auto-hypnose? Ah, c'est large, c'est très, très large. En fait, de manière générale, dès qu'on sent qu'à l'intérieur de nous, il y a des choses qui nous échappent. Donc évidemment, il y a le côté, entre guillemets, transformation, changement, tu vois? Hier, je répondais à une personne qui faisait tout un dossier dans un magazine sur la question des compulsions et des addictions. Parlait notamment des nouvelles compulsions, tu sais, tout ce qui est, réseaux sociaux, jeux et cetera. Et c'est très intéressant de voir que l'hypnose nous permet de nous réapproprier nos fonctionnements, nos mécanismes comportementaux. Donc déjà, dès qu'il y a des comportements avec lesquels on n'est pas en phase, dès qu'on a l'impression qu'on est, un peu en conflit intérieur, une partie de nous aimerait quelque chose, une autre, elle retient. Dès qu'on a l'impression de ne pas être tout à fait nous-mêmes, en fait, sans rentrer dans les détails, en fait, très souvent, quand on vit des étapes de construction de notre identité, on va se créer aussi des mécanismes de défense, qui finissent quelquefois par être extrêmement énergivores et c'est à la base de beaucoup, beaucoup de problèmes que vivent les gens. Donc il y a tout le côté, on va dire au sens large, thérapeutique. Après, il y a le côté aussi, amélioration personnelle. Se dire: «Tiens, bah, je suis en chemin, j'avance». Puis parfois, je ne sais pas comment avancer. Bah, là, j'ai un outil qui va me permettre de me réapproprier moi ma possibilité. Et puis enfin, il y a ce que j'expliquais un petit peu dans la question précédente, il y a tout le côté exploration. C'est tout d'un coup quand on se dit: «Ben, qui suis-je en fait?» tout simplement. Je peux aller bien, je peux me sentir en phase avec, ma vie, mais je suis qui? Et souvent, ben, quand les gens ont réglé les grands problèmes de survie, la question elle vient quand même: «Qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert tout ça?» C'est quoi être un humain? C'est quoi avoir une conscience? C'est quoi ce temps qui passe dans lequel je suis? Ben, la question des états de conscience, elle vient souvent là. Et dans l'humanité, elle est apparue là, hein, quand les premiers chamans se sont réunis au coin du feu pour se dire, «Bon, bah, ça y est, maintenant on sait quoi manger le soir, qu'est-ce qu'on fait?» Et bien tout d'un coup, la question de la conscience, la question de l'être humain, elle s'est posée. Donc je pense que ça, c'est une croyance en tout cas, je crois qu'on a tous cet appel, ce ressenti à un moment donné de se dire: «Bon, OK, c'est bien cette vie où j'ai construit quelque chose, où je peux plus ou moins bien gagner ma vie, avoir plus ou moins réussi ma vie, familiale, personnelle et tout ça». Mais en même temps, souvent, il reste une grande, grande question et pour tous les gens qui se sentent appelés par cette question-là, je trouve que l'auto-hypnose, c'est un moyen de transport. C'est pas une fin, hein, c'est juste un moyen, mais c'est un moyen qui est magnifique. Donc je pense qu'à ce moment-là, bah, tu vois, c'est comme quelqu'un qui se dirait: «Il y a le monde à explorer, bah, je prends un bateau ou je prends un avion ou je prends ma voiture ou ma moto et puis j'y vais». Bah, pour moi, l'hypnose, c'est le moyen de transport de l'esprit. Donc quand on ressent un appel d'exploration, c'est un très bel outil. Et du coup, question, subsidiaire, est-ce que tu sais, est-ce que vous avez peut-être déjà fait des recherches? Parce que c'est vrai que, voilà, en écoutant, des audios, voilà, il y a des vidéos qui sont super bien faites sur ton site justement pour expliquer l'hypnose et cetera. Tu as aussi une chaîne YouTube avec plein de vidéos et il y a une chose qui m'est venue en écoutant justement, les vidéos m'intéressant à l'hypnose, c'est de me dire: «Mais tiens, si on peut suggérer toute une série de choses, heu, est-ce qu'on peut se reformater?» Tu vois ce que je veux dire? C'est de dire C'est une si grande question.
j'aimerais être quelqu'un de plus posé, de moins stressé. J'aimerais me sentir comme étant une bonne maman, ou peu importe en fait ce qu'on cherche à être. Est-ce que justement, avec l'hypnose chemin faisant, bon, pas une fois, c'est pas une espèce de reconfiguration totale comme un ordinateur, delete, hop, reboot, on efface tout, on remet. Mais ce côté, tu sais, commencer sa journée, enfin, je prends l'exemple, je crois beaucoup au rituel matinal, et donc commencer sa journée voilà, par mettre un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous, vers lesquelles on tend, vers lesquelles on aimerait se sentir. Pour connaître l'abondance aussi, enfin, tu vois, je suis riche, l'abondance, ça vient à moi, patati patata, tu crées un peu ce que tu veux, et d'utiliser l'hypnose pour déjà te sentir dans cette position, dans ces émotions, voilà, tu vois ma question. Ouais, c'est une question qui est complexe parce que ça amène aussi plein de. Il y a plusieurs visions en fait autour de ça. Tu sais, déjà, il y a des personnes qui vont penser qu'on a une identité profonde et d'autres qui vont penser que notre identité est une instabilité permanente. Et moi, j'ai pas de certitude par rapport à ça. Je trouve que les deux visions sont très intéressantes. Donc, la première vision, c'est l'idée de devenir qui on est. Parce qu'on serait quelqu'un au-delà de toutes les couches, un peu comme un oignon, on pourrait dire, on pourrait peler un peu comme ça toutes les couches superficielles et revenir à qui on est. Et pour les gens qui ont cette vision-là, ils vont répondre non à cette question. Ils vont dire non, non, on ne peut pas être autre qu'on est. Par contre, il arrive souvent qu'on soit à côté de soi-même et donc on pourrait essayer de se retrouver. Et j'aime beaucoup cette vision, je la trouve très belle parce que justement, elle revient à l'essentiel. Et puis, tu as l'autre vision où on va pouvoir se dire, bah non, il n'y a pas d'identité, il y a rien. On est une feuille vierge à la naissance et on le reste jusqu'à la fin de sa vie. Et simplement, on peut gommer des choses, on peut réécrire et tout ça. Mais je pense que même là, dans cette vision-là, il y a cette idée que, tu vois, quand tu dis j'aimerais bien être comme ça ou j'aimerais bien être comme ça, la partie de toi qui aimerait ça, elle a quand même un idéal, elle a quand même quelque chose. Donc, il y a une aspiration. Et on peut essayer de creuser un peu cette aspiration-là pour voir ce qu'elle est. Là où l'hypnose, en tout cas, j'en suis certain, peut apporter des réponses, c'est que moi, je vois très souvent, et que ce soit en consultation, dans des gens qui font de l'auto-hypnose ou des choses comme ça, des personnes qui vont arriver avec des demandes qui sont entre guillemets, des fausses demandes. Pour ceux qui connaissent la notion des faux self, par exemple, c'est des choses qui sont assez courantes. C'est-à-dire, ma demande est en train de répondre à un besoin qui n'est pas mon besoin fondamental, mais qui permet de répondre à une peur. Tu vois, c'est par exemple la personne qui va dire, voilà, je vais encore plus contrôler ma vie. Et puis en fait, c'est juste une personne qui a une telle phobie de la perte de contrôle que ça serait quand même mieux de travailler dessus. Et là où l'hypnose est géniale, c'est qu'elle nous empêche de nous mentir à nous-mêmes. Dans un état d'hypnose, t'as beau t'être mis toutes des constructions incroyables pour te protéger, ça vole en éclats. Tu es face à toi-même. Et donc là, bah, tu es obligé de travailler sur vraiment ce qui est important pour toi. Alors du coup, selon les croyances qu'on a, il y a des gens qui vont dire bah, je veux revenir à moi-même, s'ils ont cette croyance-là, ou d'autres qui vont dire bah, en fait, je ne me sens pas en phase avec ce que je suis actuellement, donc je vais évoluer vers, comme une mue, on pourrait dire, hein, comme je passe à une autre étape de vie. Et là, je deviens la personne avec laquelle j'ai envie d'être en cohérence. Et je pense que ces deux visions peuvent en tout cas bénéficier de l'hypnose parce que justement, il y a dans cet état-là, dans ces états-là, la sensation qu'en fait, on ne peut que aller au fond de qui on est, au fond des choses. Et est-ce qu'on peut utiliser l'hypnose dans toute situation, et est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Alors, il y a une limite qui est le médical, en fait. Déjà parce que, alors je sais pas comment ça se passe dans tous les pays, mais par exemple en France, il y a vraiment une barrière en fait hein, avec tout ce qui est médical. Il y a des pays où ça l'est encore un peu plus, comme au Québec. Après, chaque pays a ses lois par rapport à ça, mais c'est surtout que on va pas aller vers du psychiatrique, par exemple. Et c'est pour ça qu'un praticien en hypnose, il doit être formé en psychopathologie, non pas pour faire un diagnostic, mais pour savoir quand tout d'un coup ça ne relève plus de son domaine de compétence, parce que ça évite les accidents. Alors, ça n'empêche pas de travailler en collaboration avec des psychiatres ou avec des psychologues cliniciens sur certains sujets. Mais ce n'est pas une limite de l'hypnose, c'est plutôt une limite d'un terrain d'application et d'un champ de connaissances. Il y a des mythes aussi là-dessus. Tu vois, par exemple, ça arrive de lire sur des articles de vulgarisation qu'il ne faudrait pas utiliser l'hypnose avec les schizophrènes. Mais il y a des psychiatres qui le font et qui ont des résultats très intéressants avec ça. C'est juste qu'ils ont la formation pour pouvoir aller prendre dans l'hypnose ce qui les intéresse et puis le combiner avec leurs autres savoirs. Donc, ils restent avant tout psychiatres plus qu'hypno. Ils ont juste des outils de l'hypnose qui viennent incorporer. Il n'y a pas de contre-indication particulière à l'hypnose puisque c'est un état naturel. Sinon, tu vois, on va mettre des contre-indications au cinéma, par exemple, puisque le cinéma est tout à fait capable de nous mettre sous hypnose. Donc, l'hypnose en soi n'est pas dangereuse. Par contre, évidemment,
quelqu'un qui connaît rien à l'être humain, qui va faire une séance d'hypnose sauvage dans la rue à une personne qui est psychiatrique sans le savoir, et là, il prend un risque, par exemple. Ça, c'est des choses qui malheureusement peuvent causer des dégâts. Donc, c'est pour ça que ça demande d'être bien formé. Ça demande de savoir aussi être humble vis-à-vis de certains types de personnalités avec lesquels on va pas pouvoir travailler, ou peut-être de les renvoyer vers d'autres spécialistes. Mais voilà, pas de contre-indication particulière. Il y a un mythe aussi sur l'hypnose, mais qui vient d'une ancienne mauvaise compréhension de l'hypnose. Il y a des gens qui disent, par exemple sur la schizophrénie, que l'hypnose est dangereuse parce qu'elle dissocie, ce qui en fait n'est pas vrai. Aujourd'hui la vision ce qu'on comprend de l'hypnose nous permet de nous dire que l'hypnose n'est pas une technique en soi dissociative. Certains outils d'hypnose le sont, mais d'autres ne le sont pas du tout. Donc on peut très bien avoir une hypnose qui ne va pas du tout créer plus de dissociation chez quelqu'un. Ça demande par contre voilà, pareil, d'être bien formé aux bons outils d'hypnose et de savoir aussi quoi faire avec qui. D'accord. Et donc, parce que j'aime bien essayer de comprendre les déclencheurs qu'il peut y avoir. Donc, tu vois, monsieur, madame, tout le monde vivent leur vie. Mhm. Dans quelle situation? Enfin, tu vois, on a vu, il existe beaucoup d'outils et on vit aussi une période toute particulière, hein, puisque c'est post-confinement, vacances, j'espère pas pré-confinement, mais enfin, ça sent quand même pas super bon par rapport à ce qui arrive. Et donc, mon idée, c'est un peu de savoir, ben, tiens, voilà, on sait que l'hypnose, c'est un outil super puissant. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce, quel est le déclencheur ou dans quelle situation on pourrait se dire, ben, tiens, l'hypnose est particulièrement puissante pour ça. Tu vois, j'essaie vraiment de chercher le déclencheur pour passer à l'action. Il y a un moment donné où il faut toujours, forcément, pour avoir un comportement différent ou aller chercher une réponse, il faut un déclencheur et j'essaie de savoir vraiment pour l'hypnose, par exemple, quelles sont la situation dans laquelle, par exemple, je pourrais me reconnaître pour un problème spécifique ou une personne spécifique, une situation spécifique. On voit aussi qu'il y a des gens qui peuvent, alors mythe ou pas mythe, et là je te pose la question, est-ce que tout le monde peut être hypnotisé ou en tout cas utiliser l'hypnose et utiliser l'auto-hypnose? Tu vois, un peu, j'essaie de savoir dans quelle situation faire appel à l'hypnose. Alors, déjà, pour la fin de ta question, oui, tout le monde peut être hypnotisé, bien sûr. Tout le monde peut apprendre l'hypnose. Il n'y a pas de don. Il y a pas de. Je le disais tout à l'heure, c'est un état qui est tout à fait normal, naturel. Après, on va tous avoir des déclencheurs de l'hypnose qui sont un peu différents. Donc, un praticien formé, il va savoir repérer avec certaines grilles comportementales, notamment un petit peu ce qu'on va pouvoir utiliser avec une personne ou moins avec une autre. Donc, il y a toujours un petit peu côté artisanal sur mesure quand on fait de l'hypnose. C'est ce qui la rend aussi précieuse. Quand quelqu'un va apprendre l'auto-hypnose, souvent, dans la plateforme qu'on a créée, par exemple, les gens au début ont plein de petits exercices de base pour s'entraîner un petit peu. Puis on va s'apercevoir que quand quelqu'un s'entraîne un peu, il va remarquer que tel exercice a très bien marché, tel autre un peu moins bien. Il va trouver ses premiers repères. Et à partir de là, après, il va pouvoir se lancer dans l'expérience très facilement. Tu vois, c'est un peu comme si on se demandait est-ce que tout le monde peut faire du ski ou est-ce que tout le monde peut apprendre à parler anglais? Ben oui. Après, il y a toujours des gens qui vont monter sur une paire de skis, qui vont tout de suite glisser et qui vont se sentir à l'aise. D'autres qui vont au début être un petit peu paniqués, puis on va devoir les rassurer un petit peu et puis les aider et puis leur faire remarquer qu'en fait tout va bien. Et puis après, ben, ils vont y aller. Maintenant, si tout le monde passe une semaine au ski, tout le monde va pouvoir faire une belle descente. Donc, c'est juste au tout début que le déclencheur est un peu différent sur chacun. Mais avec un peu d'entraînement, tout le monde arrive aux mêmes expériences. Après, qu'est-ce qui fait qu'une personne va venir à l'hypnose? Je pense qu'il y a différentes possibilités. Je disais tout à l'heure, je crois que déjà, il faut une curiosité pour arriver à l'hypnose. C'est se dire, il y a quand même une partie de moi que je ne connais pas. Et ça serait quand même dommage de passer à côté de ça dans une vie, en fait, tout simplement. Donc déjà, je pense qu'il y a cette curiosité-là. Et puis, le déclencheur, parfois, c'est un truc qui ne va pas dans une vie, parce que c'est là souvent qu'on prend conscience qu'il y a une partie de nous qu'on ne connaît pas. Tu vois, quelqu'un qui se dit mince, j'ai ce comportement compulsif et j'arrive pas à m'en débarrasser. Et je sais pas, prenons quelqu'un par exemple qui a besoin de perdre un peu de poids parce qu'il ne se sent pas en forme, tout simplement, il ne se sent pas bien dans son corps. Et il va dire bah mince, je fais un régime, puis je reprends, etc. Il y a bien un truc qui m'échappe. Donc souvent, il y a un déclencheur fort de quelque chose qui nous échappe en nous et on se dit j'ai besoin d'aller rencontrer ça. Alors, encore une fois, dans notre culture, parfois ça fait un petit peu peur, ce qui fait que les gens ne viennent pas forcément spontanément à l'hypnose. Mais ça change, ça évolue beaucoup, déjà parce qu'on en parle, parce qu'il y a de plus en plus de recherches, de plus en plus de praticiens de qualité. Donc voilà, c'est souvent ça le déclencheur, c'est je suis confronté à quelque chose en moi qui m'échappe. J'aimerais savoir comment ça fonctionne, j'aimerais savoir ce que c'est, j'ai pas d'outils pour ça. Et puis tu sais, il y a aussi aujourd'hui, depuis 15-20 ans maintenant, un essor de la méditation. Plus en plus de gens vont méditer, alors plein de formes de méditation, quelquefois très performatives, quelquefois beaucoup plus traditionnelles. Mais je pense que c'est le même élan aussi. Ce qui amène aujourd'hui les gens vers l'auto-hypnose,
Là, par exemple, sur la plateforme, on a aujourd'hui des milliers de personnes, ce qui aurait été impensable il y a 15-20 ans. Hem, mais si on regarde la méditation qui a sans doute une bonne dizaine d'années d'avance sur l'hypnose en termes de développement, on voit aujourd'hui des plateformes de méditation avec une centaine de milliers d'abonnés, une application française qui est par exemple super intéressante par rapport à ça. Donc pareil, on n'aurait jamais imaginé ça, je sais pas moi, il y a 20 ans. C'est des choses c'est un courant, en fait. Je crois que dans notre civilisation, il y a de plus en plus de gens qui se disent: «Il me manque quelque chose d'important». On n'en parle pas à l'école, on n'en parle pas dans l'éducation. On fait comme si ça n'existait pas, mais on sent bien cet appel. Et je crois qu'aujourd'hui, et depuis quelques années, c'est très fort, cet appel, il devient fort pour les gens. Donc c'est cet appel-là qui amène à l'hypnose, c'est quasiment le même qui amène à la méditation, c'est sans doute assez proche de ce qui amène au yoga. C'est-à-dire cette idée que tout d'un coup, en fait, il y a un mystère humain, il y a un mystère chez chaque être humain. Alors on peut être pris par le quotidien, on peut se dire: «Bah, voilà, il faut que je travaille, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai des divertissements». Mais malgré tout, il y a beaucoup de gens qui ont tout ce qu'il faut, mais ils sentent ce vide, en fait. Et ils se disent: «Je peux pas vivre en ignorant ce vide». Donc je crois que c'est ça aussi qui amène beaucoup de gens à cette exploration. Et du coup, bah, justement, tu parles, tu vois, du vide ou ce que les gens peuvent éventuellement ressentir. Donc, admettons que ça soit le cas et qu'il y ait des gens qui nous regardent. Je suis sûre que ça touche personne, mais enfin voilà, je le dépose là, qui ressentent, tu vois, qui ressentent justement ce vide en disant pourtant, enfin voilà, j'ai une famille, ça fonctionne, mon boulot, voilà, peut-être que je pourrais faire, voilà, peut-être que j'ai pas trouvé vraiment le truc qui me plaît, mais enfin bon, voilà, j'ai un job sécure, ça se passe bien. Donc en gros, au demeurant, ben voilà, ma vie est comme si quelqu'un, enfin voilà, les gens de l'extérieur me disent: «Ah, c'est cool, tu as réussi» et pourtant, tu vois? Donc je me prends un exemple, tu vois? Et pourtant je ressens ce vide et pourtant je sais qu'il me manque quelque chose et pourtant, enfin voilà. Comment est-ce que ça se passerait si maintenant, voilà, la personne s'intéresse à l'hypnose? Comment est-ce que, une séance, des séances, un découpage, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer, pour, attaquer, combler, s'intéresser, mieux comprendre ce vide? Il y a plein de chemins différents parce que je pense que c'est très personnel tout ça. Mais c'est vrai, tu vois, enfin, ce que tu dis me semble très, très juste. C'est souvent ça qui se passe. Notre société nous donne des critères de réussite. Déjà, le mot est assez particulier. Est-ce qu'une vie, ça se réussit? Pour moi, une vie, ça se vit avant tout. Je suis pas sûr que le mot réussite soit un mot très intéressant. Enfin, en tout cas, il est piégeux. Ça peut être justement une impasse, tout ça. Mais malgré tout, en effet, quand les gens se disent: «Bah, j'ai coché toutes les cases, en fait, ça y est, j'ai» même quand il y a ça, tu vois, il y a souvent, en fait, tu vois que les gens dépriment la plupart du temps quand ils arrivent à ça, c'est quand même pas très c'est fou parce que tu te dis, il y a des millions de personnes qui essayent d'atteindre un truc qui, quand une fois qu'il est atteint, finalement, les gens sont pas plus heureux que ça. Donc c'est assez paradoxal. Hem, je pense que le chemin est différent pour chacun. Tu vois, il y a les personnes qui vont se dire: «Bien, entamons un travail personnel, en fait, allons vivre une expérience déjà pour voir comment ça fonctionne». Et ça peut commencer par une séance, ça peut commencer par une séance d'hypnose. Alors parfois, on a un objectif, on se dit: «Bah, voilà, en ce moment, je dors pas très bien». Parfois, c'est la porte d'entrée. Ou une personne qui va dire: «Bah, j'ai vécu un traumatisme là, donc j'aimerais bien travailler dessus», ou «J'ai un deuil», ou voilà, ou je commence à avoir un penchant un peu pour l'alcool. Enfin, tu vois, il y a 1000 déclencheurs. C'est souvent un mal-être qui va créer le déclencheur. Et on va travailler dessus. Et tu as les personnes qui vont, bah, une fois qu'elles ont réglé ça, OK, c'est bon, bah, elles passent à autre chose dans leur vie. Puis tu en as beaucoup aussi qui se disent: «Ben, OK, j'ai réglé ça, ça va mieux. Ça va mieux sur ce truc qui me prenait mon attention, mais en fait, j'ai pas réglé ce qui se passait vraiment à l'intérieur de moi». Et là, souvent, on passe à une autre phase, en fait, où tout d'un coup, on n'est plus sur l'idée d'aller mieux, on est sur l'idée de comprendre comment ça fonctionne. On est sur l'idée du qui je suis, encore une fois. Alors, tu as les gens qui vont le faire, peut-être en suivant des séances de temps en temps, des séances qui peuvent même être assez espacées, parce qu'elles vont à chaque fois enclencher des périodes de travail. Donc ça va être, voilà, travailler sur son identité, travailler sur, la manière dont on va se définir, travailler sur, son rapport aux autres, sur ses besoins profonds, sur ses peurs, des choses comme ça, des choses qui vraiment sont passionnantes. Tu as les gens qui vont le faire du côté auto-hypnose, qui vont se dire: «Ben, voilà, en fait, maintenant que j'ai découvert ça, bah, je peux le faire par moi-même». Puis de temps en temps, on peut échanger en plus avec des gens qui font l'auto-hypnose, donc on peut partager nos expériences. Je vais prendre un parallèle, même il peut paraître un petit peu étrange, mais tu vois, dans les années, 60, on a eu tout le mouvement New Age avec, une très, très grande diversité. Bon, le mouvement New Age, il correspondait aussi à une sorte d'opposition à une époque très rigide, surtout aux États-Unis, par exemple. Il y avait vraiment une très, très grande rigidité, qui fait qu'il y a eu une sorte de réaction inversée à ça.
avec tous les courants de spiritualité. C'est-à-dire que les gens sont allés chercher partout dans le monde, ils ont ramené ça. On voit bien un peu l'image des Californiens qui commencent à étudier tout ça, mais qui donnent notre civilisation moderne, parce que sans cette première génération New Age, on n'aurait pas tout l'art des années 60 à aujourd'hui, on n'aurait pas la révolution numérique, on n'aurait pas la cybernétique, on n'aurait pas tout ça. Donc c'est quand même les fondements de notre culture moderne. Et puis on a oublié ça. On a oublié tout d'un coup, on est revenu à quelque chose d'extrêmement matériel, d'extrêmement avec des critères de vie qui n'étaient plus du tout ceux de simplement, par exemple, se sentir bien. Ça a été des critères plutôt d'être le meilleur, tu vois, d'être performant, des choses comme ça. Et je pense qu'un peu de la même façon que on a eu ce mouvement-là dans les années 60, mais peut-être avec plus de maturité aujourd'hui, parce qu'on est aussi à une autre époque, il y a juste des gens qui ont envie de se poser, tu sais, de se dire, mais en fait, où j'en suis? Et quand on se pose, on s'aperçoit que parfois, il y a beaucoup de vide à l'extérieur, mais qu'il y a un grand plein à l'intérieur qui mérite d'être exploré. Et c'est pour ça que je crois beaucoup en l'auto-hypnose. Déjà, parce que je crois beaucoup en l'autonomie. Je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un être humain, c'est de lui apprendre l'autonomie, des outils qu'il puisse gérer. Et, euh, et voilà, moi, mon souhait, c'est qu'un jour, tu vois, on apprenne ça à l'école, que les enfants, on leur dise, bah voilà, cours d'introspection ce matin, ça serait marrant quand même. Aujourd'hui, tu vois des profs qui timidement amènent de la méditation à l'école, qui souvent sont tapés dessus par leur hiérarchie quand ils font ça. Enfin, c'est pas toujours facile. Je sais pas si c'est pareil en Belgique ou pas, mais en France, c'est un peu lent à venir. Donc, je crois que ça vient de ça, tu vois, quelqu'un qui se pose et qui se dit, qu'est-ce que je vais chercher à l'intérieur? Pendant longtemps aussi, on nous a fait croire qu'il fallait chercher à l'intérieur quand on n'allait pas bien. Tu vois, quand les gens, tu leur dis, va voir quelqu'un pour t'accompagner. Non, je suis pas fou. Bah non, mais n'attends pas d'être fou, justement. Et puis, qui sait, moi, je trouve que notre vie, elle est un peu folle quand même. Tu vois, quand on a conditionné quelqu'un à vivre comme on vit aujourd'hui dans le monde occidental, c'est pas loin d'une certaine folie. Je pense que pour une grande partie de l'humanité, notre mode de vie est fou, en fait. Donc, c'est se détacher de ça, c'est prendre du recul et puis se dire, et s'il n'y avait pas une belle aventure qui commençait là tout de suite, en fait. Et on ferme les yeux, et puis on y va. Je crois que c'est. Il y a- je crois pas, tu vois, que dans toute une vie, il n'y a pas une personne à un moment donné qui se dise, allez, j'y vais, et puis je verrai ce qui se passe. Ça sera peut-être pas facile, ça sera peut-être pas un chemin ça sera pas un parcours de santé. Hein. Parfois, c'est complexe ce travail-là, c'est confrontant, ça va chercher des choses. Mais c'est complexe comme quand on va au cinéma. On veut pas que le film soit que joli tout le temps et qu'il n'y ait aucune tension. On veut qu'il y ait de la tension aussi. L'aventure intérieure, c'est la même. Elle est pleine de tension, elle est pleine de richesse, elle est pleine d'étonnement. Mais je crois que c'est la plus belle aventure qu'un être humain puisse vivre. Je suis Je, long. je me force à ne pas rebondir sur la définition de la réussite, l'expérience, etc. Parce que je pense qu'en soi, ça pourrait être le sujet. Tu sais quoi? Ce serait peut-être Avec plaisir. d'un sommet. Enfin voilà, c'est juste passionnant. Euh, mais du coup, alors, une question qui me vient, c'est que tu vois, tu dis s'asseoir avec soi-même pour explorer sa richesse. Il y a quand même, par contre, beaucoup de gens qui, et je crois que ça a été aussi le souci pendant le confinement, c'est qu'ils se retrouvent, on a un peu vécu 2 mois, 3 mois comme ça, par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos choix, et s'asseoir avec soi-même n'est pas forcément confortable pour la plupart des gens, en particulier, puisque dans l'exemple, tu vois, je parlais de vide. Et donc, Mm. décider de posément se dire, ah, bah, tu sais quoi, aujourd'hui, là, tranquille, je vais m'asseoir avec mon vide, ça peut être vraiment flippant. Et donc, je rebondis sur cette question-là pour te demander, est-ce que, quand même, dans ces cas-là, je pense qu'il y a vraiment il y a certaines personnes qui sont relativement bien avec eux-mêmes, en tout cas dans le fait de s'asseoir et de voir la richesse qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et alors, il est plus d'une question d'avoir une pelote de laine en disant, tiens, 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 fichtre par quel bout est-ce que je la prends? Il me semble qu'il y a pas mal de nœuds. Voyons, voyons, voyons. On va en faire un par jour, en forme toujours, ça va être top nickel. Et puis, tu as quand même les autres qui se disent, mon Dieu, mais il n'y a pas, enfin, je ne vais pas dire rien, mais quand tu es en référent externe, quand effectivement tu as été défini par la société, je le dis ça à dessein tout à l'heure, en disant, mais tiens, de l'extérieur, j'ai l'air d'avoir réussi, indépendamment de ce que ça représente, mais pour la société, indépendamment de me questionner moi-même sur mes critères personnels de qu'est-ce que c'est la réussite, vers quoi est-ce que je tends, qu'est-ce que je souhaite atteindre, comment est-ce que je souhaite me sentir. Enfin, tu vois, tous ces référents internes qu'on n'a pas forcément eu. Et là, je rebondis sur mes petits cours de PNL chérie que j'ai eu avec, tu vois, cette dichotomie de, tiens, qu'est-ce qui me définit, comment est-ce que je me laisse définir et qu'est-ce qui me permet de me sentir de telle ou telle manière. Et ça définit en fait
Tu vois, où arrive ma question, c'est, voilà, quand tu parles d'auto-hypnose, est-ce qu'il y a certains, ou VS hypnose, j'essaie vraiment de permettre aux gens d'avoir leur outil, tu vois, de savoir peut-être ce qui leur convient le mieux, parce que je me dis que quelqu'un qui ressent ce vide, est en référent externe et se dire, mon Dieu, je vais m'asseoir en tête à tête avec moi, bon, sans compter que je viens de le faire déjà pendant 3 mois là maintenant, et d'essayer de démêler la pelote de laine, by the way, que je ne vois pas, puisque je ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur et que je ressens juste le vide. Par quoi est-ce, enfin, tu vois, quel est du coup le commencement? Je ne sais pas si ma question est claire, il y a plein de choses qui me viennent, mais réponse Oui, sur et puis c'est très riche en plus tous ces échanges parce que il y a en effet beaucoup de choses à dire sur ça. Tu sais, je pense que déjà ce qui nous manque souvent c'est une méthode parce qu'en fait, euh, tu vois, c'est comme quelqu'un qui se dirait tiens j'ai envie de voyager mais je sais pas par où commencer donc il va aller regarder, il va peut-être aller acheter un kit du routard, je sais pas pour se dire tiens tel pays ça a l'air sympa. Mais c'est la même chose, on n'a pas de méthode en grandissant. Qu'est-ce qui nous rapproche de ça? Peut-être, tu vois, je crois que les gens, notamment quand ils sentent ce vide-là, ils vont souvent se pencher vers une pratique artistique. C'est un truc qui vient assez souvent et c'est normal puisque dans nos sociétés, c'est peut-être ce qui s'en rapproche le plus. Tu vois, une personne qui dit, tiens, je vais apprendre à peindre, je vais danser, je vais apprendre la poterie, je vais apprendre la sculpture, je vais apprendre la musique, je vais apprendre un instrument, je vais apprendre à chanter. Euh, Parce que je pense que ça répond à une partie de ces questions-là, justement. Et je pense que quelqu'un qui va apprendre un instrument de musique, il s'en aperçoit pas forcément, mais il est en train de travailler sur lui très très fortement, se confronter à un apprentissage, à quelque chose de nouveau. Ce qui est rassurant, par exemple, c'est qu'on peut avoir assez facilement un prof de musique ou un tutoriel sur YouTube. Mais en fait, c'est pareil pour ces pratiques-là. Tu vois, si on laissait de côté le mot auto-hypnose même et qu'on se dise simplement, il y a un chemin, il y a un chemin personnel. Bon, bah, j'ai juste besoin peut-être de quelqu'un qui commence au début à m'aider sur le chemin, peut-être à m'accompagner, à me montrer qu'il y a des directions. Si demain j'apprends à faire la cuisine, j'aimerais qu'une personne me fasse goûter plein de plats, par exemple, en me disant, tiens, on pourrait apprendre à faire ça, puis on pourrait apprendre à faire ça, puis on pourrait apprendre à faire ça. Et là, je me dirais, bah ouais, j'ai super envie d'apprendre, par où on commence, puis on va peut-être commencer par une recette un peu basique. Mais comme je sais qu'un jour on va faire un truc qui est juste délicieux, eh bien, je veux bien commencer par ma recette un peu basique. Et c'est pareil pour l'auto-hypnose, on prend souvent les gens par la main au début. On leur dit, bah voilà, on va faire des petites expériences. C'est très ludique en plus, les débuts de l'auto-hypnose, parce qu'on s'amuse avec soi. Tu vois, on va s'apprendre à, je sais pas moi, à se faire des hallucinations. C'est tout bête, mais à enlever la sensation d'un bras, par exemple, puis la remettre. Puis on se dit, tiens, c'est quand même fou, avec ma pensée, j'arrive à m'anesthésier, puis à remettre la sensation. Tiens, puis je vais faire bouger mes mains toutes seules. Et là, c'est très bizarre, hein, les gens font bouger leurs mains toutes seules. Puis après, on apprend aux gens à faire l'écriture automatique, on met un stylo dans la main et l'écrit. Puis les gens se disent, mais c'est fou, c'est moi, et ça écrit, puis c'est pas moi. Et tu vois, ils s'amusent en fait avec ça. Et puis au bout de quelques heures, ben, déjà, on s'est beaucoup amusé. Puis on est confronté à des choses qu'on croyait être surnaturelles, alors qu'en fait, on les a vécues. Moi, je trouve qu'il y a un côté enthousiasmant parce que c'est un peu comme un enfant qui regarde un tour de magie et qui se dit, mais c'est magique. Et puis le magicien lui dit, ben oui et non. C'est du travail, c'est de l'entraînement. Mais si tu veux, je peux te transmettre ça. Ben, l'auto-hypnose, c'est pareil. Puis la personne va faire, je prends un exemple comme ça, mais il y en aurait mille autres, mais la personne va faire de l'écriture automatique, puis d'un coup, elle va se dire, tiens, il y a une partie de moi qui répond. Et si je lui posais une vraie question? Et là, elle va se poser une vraie question et ça va répondre. Et la réponse qu'elle va avoir, elle va être passionnante parce que tout d'un coup, ça va ouvrir une dimension incroyable pour cette personne. Là, je prends l'exemple de l'écriture automatique, mais tu vois, il y a plein de choses qu'on peut faire en auto-hypnose. On avait fait tout un cycle sur Psychonautes sur les animaux totems. On était parti sur une pratique un peu chamanique comme ça, qui avait beaucoup plu, où on disait aux gens, ben, on s'en fiche de savoir s'il y a vraiment des animaux totems ou pas, mais on va explorer. On va explorer ce qui se passe en nous. Et on connectait les gens à certaines émotions, on va dire, pour faire simple, et puis on demandait à ce qu'il y ait une forme animale qui arrive. Les gens étaient en transe, ils voyaient des animaux, ils partageaient ça, c'était extraordinaire. Et puis évidemment, on allait vers quelque chose qui n'était pas juste rencontrer un animal, mais se dire, tiens, cet animal, qu'est-ce qu'il peut m'apprendre? Et les gens sont devenus cet animal, ils ont interagi avec lui, ils ont parlé avec lui, et souvent, ils revenaient de ces expériences en disant, mais c'est fou, cet animal, je me suis posé une question, il m'a répondu un truc qui était super important pour moi, et je m'aperçois que c'est un allié maintenant, c'est comme s'il y avait une part inconsciente qui s'était créée. Donc tu vois, tout ça, tu as besoin d'une méthode au début, mais ce qui est génial, là on le voit, là, je parlais de cette plateforme parce que c'est un bon exemple de ça, parce que ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'elle est lancée. Non, pas tout à fait 2 ans, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens qui sont là depuis un certain temps commencent à créer des expériences qui sont hors plateforme, c'est-à-dire qu'ils vont chercher leur propre contenu, ils vont vivre leurs expériences, ils écrivent des comptes rendus d'expérience, il y a un côté assez communautaire là-dedans, et ils inventent leur propre méthode. Et là, ça devient génial, parce que tout d'un coup, on commence vraiment à avoir des personnes qui sont partis de rien, hein, la plupart du temps, sont partis juste de tiens, je vais voir ce qui se passe. Il y a la lumière, je rentre et puis je vais voir. Et là, ils commencent à se créer des expériences, mais qui valent largement ce que les personnes vivent avec des psychédéliques dans des expériences chamaniques, tu vois. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a capacité à explorer tous les états de conscience,
dès lors qu'on a commencé à se repérer avec les premiers outils. Donc voilà, pour moi, pour résumer, c'est ça, c'est commencer avec du jeu, c'est faire des tests, c'est se confronter à des choses qui sont assez étonnantes. Et je crois que quand on a ça, on a juste envie de creuser. Et après, le chemin se fait tout seul. Ce que j'aime beaucoup dans ton exemple, c'est que tu fais appel effectivement à l'enfant intérieur, qui en général, bah, c'est la découverte et enfin, c'est très puissant en tout cas d'aller chercher le jeu, d'aller chercher l'amusement. Et puis, tu sais, quand tu expliquais, j'avais un peu l'impression que tu construisais une ville Lego, tu vois, en disant Oui, alors, qu'est-ce que je vais mettre où, tu vois, et de partir à la recherche, en disant, oh mon Dieu, tu vois, genre tu soulèves un chapeau, tu soulèves un truc, oh mais c'est génial, attends. Et alors, quand on combine celui-là et celui-là, oula, ça fait un truc de fou. Et exact. je trouve ça juste, enfin, voilà, extraordinaire. Et peut-être que ça donnera quelques idées justement aux personnes qui nous regardent ou qui nous entendent en disant, mais tiens, voilà, euh, d'y aller peut-être sans attente spécifique, d'avoir peut-être, bah, comme tu l'as dit, voilà, un challenge ou un truc qui pose problème maintenant et de fil en aiguille, un peu remonter, je ne sais pas si c'est remonter la pelote ou je voyais quand tu l'expliquais plutôt un mur d'escalade, tu vois, passer d'une prise à une autre et te dire, ah ok, attends, ça c'est fait. Et puis qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ça c'est fait. Et ça n'a pas besoin d'être des gros trucs et ça n'a pas non plus besoin d'être problématique finalement. L'hypnose, c'est avant tout la découverte de soi et donc forcément, ben, on adopte ou en général, on essaye d'aller chercher des solutions à un problème. Hein, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est de problème à problème et de solution à solution. Mais l'hypnose, ça peut être juste aussi, enfin juste, tu comprends mon juste énorme avec des guillemets magnifiques, c'est une manière de cheminer comme on prendrait un téléphérique finalement. Ben, ouais, je crois, enfin, en plus, j'ai l'impression que c'est un truc qui est très fortement humain, ça, tu sais, c'est ce besoin d'explorer, ce besoin de comprendre, ce besoin de connaître. Je crois que, enfin, pour moi, c'est même la grande qualité de l'être humain, c'est la curiosité, en fait. Et je sais pas toi, mais moi, si on me met dans un endroit que je connais pas, bah, j'aimerais bien voir un petit peu ce qui s'y passe, j'ai envie de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, c'est pas toujours facile parce que c'est nouveau. La nouveauté peut aussi créer un petit peu de questionnement, un petit peu de protection. Mais si je prenais une métaphore, imaginons que on se retrouve dans un espace immense, mais complètement obscur, tu sais, où il y aurait vraiment aucune visibilité. Et dans cet espace, il y aurait juste tout d'un coup une petite étincelle, une petite bougie, une petite lumière, mais vraiment assez ténue comme ça. Donc, du coup, elle éclairerait qu'une toute petite partie de cet espace. Et je prends cette métaphore parce que pour moi, cette toute petite lumière, c'est ce qu'on va appeler la conscience, c'est la petite partie éclairée. Et puis, la partie inconsciente, c'est cette immensité qui est autour. Euh, je sais pas toi, moi j'aurais aimé vivre à l'époque des explorateurs, tu vois, partir dans des Richard Francis Burton, des Christophe Colomb, des gens comme ça qui partaient à l'aventure. Je trouve que c'est des vies complètement incroyables. Et je me dis, si je vivais dans un petit périmètre comme ça, avec une toute petite zone éclairée, bah, la partie obscure, j'aurais envie d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe, en fait, tout doucement, peut-être, avec prudence. Et pour moi, l'auto-hypnose, c'est ça, c'est que d'un coup, on dit à la personne, bah, prends ta bougie, puis va explorer. Et puis, si tu veux, on peut revenir à l'endroit de départ après, mais peut-être que tu vas trouver des meilleurs endroits en chemin. Et il y a peut-être même l'idée que cette bougie, plus on explore, plus elle grandit, plus elle est forte, plus la lumière éclaire une zone assez vaste, comme si on pouvait avoir une sorte d'expansion de la conscience. Je crois en tout cas qu'on peut arriver vers quelque chose qui est de cet ordre-là. Et ça, je crois que c'est, ouais, c'est ce que je disais là tout à l'heure, c'est que c'est profondément humain cette envie d'explorer. Tout à fait, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup l'image justement effectivement de l'explorateur en disant, bah, tiens, effectivement, il y a plein de zones d'ombre et bon, on va pas se le cacher non plus, il faut quand même un certain courage, hein, ne fût-ce que pour aller déjà jusqu'à la lumière, la prendre en main et puis après dire, alors je vais bouger. Je vais bouger comment? Je vais bouger par où? Je n'ai pas entendu de bruit. Non, je n'ai pas entendu de bruit. Quand même, c'est un bruit d'aile. Ok, bon, ben, voilà. Et donc de pouvoir aussi se dire que finalement, enfin moi j'aime beaucoup dire suivre ses pieds. En disant, mais voilà, on met un pied après l'autre et tout finalement et tout est parfait. Et enfin voilà, je trouve que l'exemple est extraordinaire et il y a mille manières de pouvoir explorer. L'idée c'est déjà de commencer à le décider et après c'est tout bonus. Et le temps passe vite quand on s'amuse. Donc, ça fait déjà voilà, près d'une heure qu'on est en train de parler de ce sujet absolument passionnant qu'est l'hypnose. Est-ce que tu aurais encore par hasard une astuce, un exercice, un super truc à nous partager?
Alors, il y a plein de choses qu'on pourrait partager comme ça, mais oui, peut-être expliquer une petite, juste une toute petite entrée en matière aussi pour des gens qui aimeraient s'intéresser à l'auto-hypnose. Il y a, alors ça demande une toute petite explication, mais c'est assez simple, c'est essayer de comprendre. Je parlais tout à l'heure des états de conscience et du fait que notre état de conscience, il fluctue en permanence. En fait, pour comprendre ça, c'est très simple. Notre cerveau, on va dire, c'est une sorte de réceptacle quelque part. Il y a notre corps qui, par l'essence, lui donne de l'information. On est des capteurs sensoriels avant tout. Notre corps, c'est un ensemble merveilleux de capteurs sensoriels, la peau, les yeux, les oreilles, l'oreille interne, etc. Et le cerveau prend cette information. Et au tout début de notre vie, eh bien, on n'a pas d'information encore, donc le cerveau, il doit vraiment boire de l'information, il doit absorber de l'information pour qu'on puisse réagir au monde. Un petit bébé, ouais, il ne sait pas encore faire grand-chose, il a quelques réflexes, mais il va devoir apprendre à saisir un objet, à avancer, à utiliser son corps, ses muscles, à décoder les sons pour en faire des mots, enfin, voilà, tous ces apprentissages qu'on a tous connus, même si on les a oubliés. Et donc, au début, c'est que dans un sens, c'est l'information qui est prise par le cerveau. Et évidemment, l'information qui est prise par le cerveau, elle nous modifie profondément, parce que déjà d'un pays à l'autre, on ne va pas être les mêmes, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes informations, tout simplement quand on grandit. Et puis, va se développer autre chose, c'est une vie interne. C'est les pensées qui vont apparaître, c'est l'imagination, c'est les souvenirs, c'est la projection vers l'avenir. Et donc, tout d'un coup, dans notre vie, il y a comme deux forces qui vont se rencontrer. Les suggestions qui viennent de l'extérieur, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, ce qu'on voit, et puis les suggestions qui viennent de l'intérieur, ce qu'on se dit, ce qu'on imagine, ce dont on se remémore, etc. Et notre état de conscience, c'est un peu cet équilibre permanent entre ce qui vient de l'intérieur, ce qui vient de l'extérieur. Tu vois, si tout d'un coup, il y a un truc qui capte ton attention, clac, l'extérieur va avoir beaucoup plus d'influence sur ton état de conscience. Si au contraire, je sais pas, quelqu'un qui a une douleur, par exemple, il est très connecté à lui-même, le monde extérieur, il va moins l'entendre, il va moins le percevoir. Les gens qui ont des douleurs ou les gens qui sont absorbés dans leur imagination, ils sont moins suggestibles au monde, ils sont plus suggestibles à eux-mêmes. Et je trouve qu'une pratique qui est toute simple, mais vraiment toute simple, qui est presque une pratique méditative, on pourrait dire, mais qui permet de juste se familiariser avec cette question des états de conscience, c'est essayer de ressentir ces fluctuations permanentes entre le monde extérieur qui nous influence, le monde intérieur qui nous influence. Et je vais prendre une image pour expliquer ça. Tu vois, si on monte sur un bateau, on va sentir que ça bouge, que ça tangue. Même si la mer paraît assez calme, c'est quand même, on sent que ouais, il faut que le corps il s'habitue et surtout si c'est un petit bateau, on va mettre quelques jours avant d'avoir l'impression que tout va bien. Alors les gens qui ont le pied marin vont aller plus vite, mais au bout de quelques jours, normalement, une personne oublie qu'il y a des fluctuations. Et je sais pas si tu as déjà vécu ça, c'est très étonnant. La première fois qu'on vit ça, c'est ce moment où après avoir passé quelques jours sur un bateau, on remet le pied sur le sol, qui est stable, vraiment pour le coup, et là, bouf, on tangue. Et là, on s'aperçoit qu'on avait tellement intégré les fluctuations de la mer, qu'en fait, notre corps était basé là-dessus. Il avait gommé les mouvements et on avait l'impression que c'était normal. Puis on revient sur le sol et là, notre corps, il sait plus très bien comment se comporter. Et je prends cette métaphore parce que c'est pareil avec les états de conscience. Notre état de conscience fluctue en permanence, mais on y est tellement habitué qu'on l'a oublié. On est sur la mer, en fait. C'est tout le temps en mouvement. C'est tout le temps en train de bouger, mais il y a toute une énergie qui est mise à corriger ces petits mouvements. Et je trouve que c'est super intéressant de se dire, attends, je vais juste me prendre du temps pour me rappeler que ça bouge. Je ne suis pas un être unique et monolithique. Je suis un être en mouvement perpétuel. Le mouvement, c'est la vie, c'est normal, c'est naturel. Il n'y a rien de moi qui est stable, en fait. Alors, rien que ça, parfois, il y a des gens, ils ont peur, tu vois, quand on leur dit ça. Ah bon, mais non, mais je suis moi-même, je suis stable et tout ça. Mais pas vraiment, en fait. Et heureusement, sinon, ça serait horrible et triste, en fait. Donc, parfois, se dire simplement, je ferme les yeux, je m'aperçois de toutes les influences extérieures à cet instant-là. L'environnement dans lequel je suis, les personnes, qu'elles soient là ou pas là, les regards extérieurs, les attentes, les projets, tout ça. Et je m'aperçois juste de cette pression de l'extérieur. Et puis je m'aperçois de ma pression intérieure aussi, comment mon intérieur va vers le monde aussi, comment mes sensations, mes perceptions physiques, mes émotions, mes images, mes pensées. Et j'essaie de ressentir tout ça. Et là encore, je vais prendre une métaphore, tu vois, c'est comme si une montgolfière avec plein d'amarres, tu sais, un peu partout. Elle est stabilisée parce qu'il y a plein de fils qui retiennent. Et se dire juste mentalement, tiens, je prends un de ces trucs et je l'enlève. Qu'est-ce que ça change? Tiens, par exemple, là, je sens qu'un truc qui m'influence beaucoup en ce moment, c'est parce que, tiens, telle personne attend que je fasse quelque chose aujourd'hui. Je prends ce truc et je l'enlève. Qu'est-ce que ça change? Ça modifie mon état de conscience. Tiens, ce matin, je me suis réveillé, j'étais préoccupé par un truc. Je prends ça et je le mets à distance mentalement. Qu'est-ce que ça change? Et on va réapprendre en faisant ça que ces fluctuations, comment ça bouge. Et on va ressentir à nouveau que notre état de conscience, en fait, il y a
une énorme quantité d'énergie et d'effort cérébral pour le maintenir. Et c'est pas normal en fait, c'est pas naturel que ça se passe comme ça. Et quand on se réhabitue à ces petits mouvements, à ces petites fluctuations, et ben on se réaperçoit qu'en fait, on peut bouger tout ça. On est libre en fait, beaucoup plus libre que ce qu'on imagine. Un être humain, il est capable d'être plein de choses, énormément de choses. Il n'est pas obligé d'être amarré à un état de conscience, d'être amarré à une vision de lui-même. Et pour moi, c'est une petite pratique toute simple, hein, tu vois? Et chacun peut même peut-être la comprendre un peu différemment et la vivre différemment. Mais se prendre 5 minutes, fermer les yeux, ressentir ce qui nous influence de l'extérieur et de l'intérieur et commencer à faire bouger un petit peu tout ça, c'est déjà souvent se rappeler de l'infinie possibilité qui existe à l'intérieur de nous. Voilà, c'est une petite idée d'exercice comme ça toute simple. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire: «Tiens, j'y ressens un truc, j'y comprends un truc» et parfois c'est même plus intuitif que mental, tu vois? Un exercice comme ça. Ce que j'aime bien, enfin, je trouve que cet exercice est juste magique parce que c'est «et si», tu vois? «Et si?» «Et si?» Exactement. et c'est drôle parce que je l'ai fait justement ce matin et je me disais: «Ah et si, aujourd'hui j'avais rien de prévu?» Tu vois? Mmh. Et en fait, tu casses tout plutôt qu'essayer de rentrer en force dans quelque chose, d'une structure qui est donnée, que tu t'es donnée, que tu as accepté de prendre, peu importe. Le «et si» ouvre la porte à: «Mais et si? Et si c'était pas ça, ce serait quoi?» Et tu arrives à trouver un équilibre entre les 2. Donc je trouve que c'est un exercice, excessivement puissant de pouvoir et puis imaginer la montgolfière avec alors les sacs de sable, les briques, les tonnes, tu vois? Les trucs qui te lestent bien de pouvoir, les lâcher, c'est, voilà donc mille merci, pour, en tout cas pour tous tes partages, pour de nous avoir fait découvrir un outil, excessivement puissant, et qui, bah, du coup, qui va encore gagner en puissance au fur et à mesure qu'on le comprendra puisque bonne nouvelle, il sera un jour bientôt, tout bientôt enseigné en maternelle, primaire, secondaire, en entreprise, autant que la méditation et la pleine conscience. Je pense que c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Donc, mille merci pour ton temps. Mille merci pour... Pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger sur tout ça avec toi. Et du coup, si vous voulez avoir plus d'informations sur Kevin, rien de plus simple. Attention, talam, roulement de tambour. Rendez-vous sur le site Entrepreneur Aligné, le sommet. Vous allez voir Kevin et sa magnifique photo magnétique. C'est extraordinaire avec le petit bouton qui est Kevin. Vous cliquez dessus. En fait, derrière, vous avez sa bio. Puis surtout, tous les endroits où vous pouvez le trouver, sa chaîne YouTube, les sites, et puis la plateforme aussi, Psychonautes. Donc, vraiment, tous les liens sont renseignés. N'hésitez pas à y aller pour avoir plus d'informations. Et Kevin, encore, je te remercie encore mille fois voilà, de tous ces partages, de nous avoir fait découvrir à la fois l'hypnose et l'auto-hypnose. Je pense qu'on a au moins des informations de pourquoi démarrer, quoi en faire en tout cas. Et je pense que vous n'avez aucune excuse pour démarrer un exercice, ne fût-ce que celui de la montgolfière, à la fin de cet audio ou de cette vidéo, en fonction de si vous nous regardez ou si vous nous entendez. Merci Kevin, et je te dis de toute façon à tout bientôt. Merci à toi et j'espère à bientôt, puis j'espère que cette passion a pu être un peu transmise pendant cet échange en tout cas. Merci beaucoup.